Bonjour à tous, bonjour à toutes et salut Alex. Hello à toutes et tous, salut Flo, ravi de te retrouver pour ce nouveau baromètre de l'été. Ouais, ça fait plaisir et comme, on se disait en préparant, hein, au départ, on a hésité à faire ce petit baromètre de l'été. On l'a appelé, au mois d'août parce que l'idée, c'est de revenir un peu sur ce qui s'est passé justement, le mois dernier et finalement, en fait, le mois d'août a été assez actif. Il y a eu pas mal d'infos et donc c'est ce qu'on va essayer de couvrir. On va pas forcément reprendre notre agenda habituel, hein, qui est structuré en 4 parties. Rassurez-vous, le mois prochain, on retrouvera bien les 4 rubriques, habituelles. Mais là, l'idée, ça va être de coller un petit peu à l'actu et de vous faire réagir et idéalement de vous partager des choses que vous avez peut-être manqué pendant l'été parce qu'effectivement, Ouais, il parce s'est qu'il passé s'est des passé choses. des choses, hein. Je sais pas, toi, qui es depuis plus longtemps que moi dans le secteur, mais j'avais pas souvenir d'un été qui avait été aussi animé sur le plan de l'actualité, des infos qui ont été publiées, que ce soit outre-Atlantique, mais aussi en Europe. Sur mon LinkedIn, je vois, j'ai eu des taux d'engagement records pour un mois d'août. Donc voilà, ça justifiait, je pense, aussi de faire ce format aujourd'hui. Ouais, bah, c'est vrai que le mois d'août, traditionnellement, c'est un mois qui est un petit peu moins actif, en Europe en particulier et nos amis anglo-saxons ne manquent jamais de souligner et de se moquer parfois, du calme qu'il peut y avoir effectivement en Europe, de l'Ouest, notamment, et Europe du Sud, pendant le mois d'août. Mais c'est vrai que cette année, il y a eu quand même beaucoup de choses, à la fois du côté des levées de fonds. Alors ça s'est plutôt passé en Angleterre, qui est traditionnellement un tout petit peu plus actif et qui peut-être s'arrête un petit peu moins, en tout cas moins massivement pendant l'été. Donc il y a eu un petit peu de levée de fonds, il y a eu quelques annonces de partenariats, il y a eu des annonces de rachat aussi sur la toute fin d'été. Donc effectivement, il y a des choses qui se sont passées et c'est quelque chose qu'on ressent aussi en ce début de rentrée. Donc on va voir effectivement est-ce que ça va continuer et c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui, ou bah voilà, est-ce que c'est juste un feu de paille lié à la rentrée. Je profite juste là parce que je vois certains d'entre vous qui nous disent bonjour, bonjour Eric Salut euh, Eric. et bonjour Guillaume. N'hésitez pas voilà, à nous dire Guillaume, d'où vous salut, parlez, merci de c'est nous rejoindre. toujours intéressant. Et puis on va vous solliciter pareil, n'hésitez pas à rebondir sur ce qu'on dit, à nous poser des questions, à nous contredire aussi, ça fait partie du jeu et c'est ce qu'on recherche voilà, sur toutes les thématiques. Et je propose d'ailleurs qu'on commence par le premier sujet que tu avais suggéré, qui était l'idée de regarder un peu de l'autre côté de l'Atlantique, donc aux US, pour rebondir sur les chiffres trimestriels, et en l'occurrence semestriels dans ce cas-là, des insurtech cotés aux États-Unis et voir un peu ce qu'il y avait à en tirer. Tout à fait, D'où ouais, je vient trouve l'idée en ça fait. intéressant parce que on déplore un peu souvent de manquer de matière pour évaluer la dynamique des startups et des insurtech en Europe. C'est pas toujours très transparent. Aux États-Unis, on a la chance d'avoir ces chiffres tout simplement parce que les insurtech pionnières, les premières qui sont lancées il y a une dizaine d'années, sont cotées en bourse. Donc il y a cette obligation de publier les résultats tous les 3 mois. Donc, ça permet de suivre l'évolution dans le temps, de voir les réactions du marché aussi par rapport à ces publications. Est-ce que le cours repart à la hausse, à la baisse, reste stable? Donc, ça permet de prendre le pouls aussi à ce niveau-là. Et là, sur l'été, sur donc les publications des chiffres du Q2, il y a pas mal de choses très intéressantes qui sont sorties, à commencer par les chiffres de Lemonade. Lemonade, ça reste un peu comme Alan en France, c'est le nom emblématique, ça reste un benchmark intéressant. Lemonade, on l'aime, on la déteste, mais elle laisse pas insensible. Et là, on a eu des chiffres assez intéressants. Donc là, vous les avez à l'écran. On voit, et ça s'est stabilisé depuis, on va dire maintenant 1 an et demi, la dynamique vraiment de croissance est en mode, voilà, c'est un peu en pilote automatique, hein, ça fonctionne bien. Ça continue de croître, que ce soit au niveau des primes en portefeuille. On passe aujourd'hui le milliard de dollars de primes. Donc, voilà, on en pense qu'on veut, mais ça devient plus du tout anecdotique. Certes, ce sera pas, et certainement pas un State Farm ou un Allstate, hein, un géant américain, mais ouais, c'est pas anecdotique ces chiffres, comme le nombre d'assurés.
On voit en un an, déjà l'an dernier c'était bien, on disait ils avaient passé la barre des 2 millions, là on est à 2 700 000 quasiment. Donc on a vraiment une croissance continue sur ces indicateurs. Très important aussi les ratios qui ont été pendant très longtemps le point noir de Lemonade. Les performances techniques sur la maîtrise du cœur de métier, l'assurance. Là on voit qu'il y a une stabilisation aussi. Ils ont trouvé véritablement cet équilibre, notamment grâce à la technologie, notamment, voilà, je pense, en connaissant un peu mieux le métier pur, ce cœur de métier. Donc, on voit qu'il y a une stabilisation à ce niveau et que malgré les événements du début d'année, le portefeuille, on sait que Lemonade, il y a toujours plus de 50% d'exposition sur l'habitation. Donc, ils avaient forcément, comme tous les autres spécialistes du sujet, été touchés par les feux en Californie. Mais ils ont réussi. Le portefeuille a été assez résilient, mine de rien. Et là, il a été épargné, donc il a pu souffler au second semestre. Et on retombe sur des chiffres de ratio qui sont tout à fait corrects, en fait. Donc, ce qui permet aussi de pouvoir se projeter. Il y a toujours ce sujet des pertes. C'est un peu comme Alan, voilà, on est sur une dynamique de pertes entre aux alentours de 50 millions. Ça, c'est prévu parce qu'il y a beaucoup de budget marketing. Il y a 1 an et demi, Dan Schreiber, la direction avait dit que c'était sur le plan en fait d'investir encore massivement en sales et marketing. Donc il n'y a pas de surprise non plus à ce niveau-là. Et donc après la publication de ces chiffres, la bonne surprise quand même, c'est de voir que l'action Lemonade elle a flambé en fait. Elle a flambé plus 20% pour revenir en fait au prix de l'IPO. L'IPO donc c'était l'entrée en bourse, c'était 2021. Et là, on atteint le cours de l'action, il atteint un niveau jamais vu depuis décembre 2021. Donc, on en revient à cette valorisation aux alentours de 4 milliards de dollars. Donc ça, c'est assez intéressant quand même. On voit que là, le marché, il est de nouveau plus convaincu par la capacité de Lemonade à atteindre les objectifs affichés. C'est comme Alan, hein, Lemonade, c'est un souhait, un objectif de rentabilité à l'horizon 2026, donc ça va venir vite, fin 2026. Comment expliquer ces chiffres aussi? Donc je parlais de techniques pures. Il y a aussi la diversification qui commence à prendre forme dans le portefeuille. Lemonade, c'est l'habitation au début, mais sur un acteur qui propose du généraliste, la clé aussi, c'est la capacité à se diversifier les expositions du portefeuille, et ça commence à fonctionner sur l'auto. Ça a pris beaucoup de temps. Hein. L'auto, ça a été très critiqué chez Lemonade, ça fonctionnait pas, ça décollait pas dans plein d'états. Et là, enfin, ils ont trouvé le truc, notamment grâce à la télématique. Ça va intéresser nos amis en France de Direct Assurance, par exemple, ou de CMT, DriveCount, qui fournissent de la technologie. Ça fonctionne très bien sur le multi-équipement. Les assurés Lemonade sont sensibles à ces offres télématiques. Et l'auto, aujourd'hui, elle compte pour 13% du portefeuille total. Donc voilà, on voit que le portefeuille déjà total, il est assez gros, et on a 13% d'auto. Donc ça, c'est une raison qui explique aussi cette dynamique. Et enfin, troisième raison, c'est l'Europe. On n'en parle pas souvent, mais Lemonade, ils sont en Europe, ils sont aux Pays-Bas, ils sont en Allemagne, ils sont bien évidemment en France aussi, au UK également, donc 4 pays. Et aujourd'hui, ils trouvent de l'attraction en Europe, à savoir que, si je dis pas de bêtises, c'est 20% des nouveaux clients de Lemonade viennent d'Europe. Donc c'est pas mal. Et aujourd'hui, ils annoncent 255 000 assurés en Europe pour 43 millions de dollars de primes sur le marché européen. Et ça, tu vas pouvoir, je pense, nous donner des précisions là-dessus, Flo. Ils y arrivent avec une équipe extrêmement restreinte. Ils ont beaucoup automatisé les process, ils ont injecté beaucoup d'IA, ils se reposent beaucoup sur l'IA là-dedans, que ce soit pour la souscription, la gestion du contrat, les sinistres. Et donc, ils trouvent une vraie efficacité opérationnelle aujourd'hui là-dessus. Oui, donc, je ne sais pas si je veux rebondir, parce on les avait vus tous les deux à InsurTech Insights, où ils mettaient ça en avant, justement. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On se souvient qu'en début d'année, le CEO de Lemonade était sur la scène d'InsurTech Insight pour la conférence d'ouverture, et c'est justement ce dont il parlait. La manière dont l'IA, au cœur des opérations, lui permettait
d'atteindre l'efficacité opérationnelle maximale. Et il avait présenté notamment à la fin de son talk une courbe qui montrait justement comment les primes continuer à augmenter et la croissance continuait à s'accélérer, alors qu'en réalité, les monnaies restaient à équipe constante. Et donc ça, il le mettait sur effectivement le dos de l'intelligence artificielle qui lui permettait d'avoir des opérations plus efficaces, beaucoup d'automatisation au cœur même de Lemonade. Et donc, c'était selon lui une bonne illustration, qui était la sienne, de la manière dont l'IA permettait d'impacter l'assurance sur la partie efficacité opérationnelle. Il y avait un deuxième volant dans son discours qui était autour de la compréhension même du risque et comment l'IA, les algorithmes, la donnée permettaient à des acteurs de nouvelle génération de mieux comprendre et mieux pricer le risque. Donc, c'était effectivement les deux aspects. Et après, peut-être pour revenir sur la raison pour laquelle on regarde aussi de l'autre côté de l'Atlantique, c'est que finalement, ces startups, c'est des bons exemples et des bons comparables pour les startups européennes. Et je pense que ça illustre trois choses. Le premier, donc, c'est sur la comparaison même. Lemonade a évidemment un peu inspiré quelqu'un comme Luco, Oscar Health a un peu inspiré quelqu'un comme Alan, Cobel ou Coalition a un peu inspiré quelqu'un comme Stoic. Donc, en général, on voit avec quelques mois ou quelques années d'avance des modèles qui se développent aux US et qui ensuite atterrissent aussi chez nous. Donc, c'est toujours intéressant de garder un œil sur ce qui se passe là-bas. La deuxième raison, et c'est un peu ce qui illustre ces différentes startups, pas forcément Lemonade qu'on a sous les yeux, mais les autres acteurs qu'on va regarder ensuite, que ce soit Root ou que ce soit Oscar ou Hypo, c'est l'enjeu de la croissance rentable. On voit des acteurs qui, pour certains, continuent à grossir, mais continuent à creuser leurs pertes. D'autres acteurs qui, à l'inverse, ont réussi à atteindre l'équilibre financier, mais ont cassé la croissance. Et donc, tout l'enjeu pour ces acteurs-là et le marché de manière générale, c'est continuer à grossir, idéalement vite, mais tout en gardant une santé financière qui soit décente. Donc, on a un peu sorti de la croissance à tout prix, qui était un peu la génération précédente. Et puis, la troisième raison, je pense, qui nous intéresse quand on regarde ces acteurs-là, c'est aussi comment ça illustre un peu la hype cycle de Gartner, c'est-à-dire qu'on arrive un peu à un moment de maturité. À nouveau, les Lemonade, on n'aime pas. Ils ont été encensés au début, ils se sont même mis eux-mêmes en scène comme étant des acteurs qui allaient remplacer les acteurs en place, qui allaient remplacer les modèles de distribution traditionnels, etc. Puis après, il y a eu un retour de bâton qu'on a même vu en bourse, puisque leur valorisation en bourse est quand même assez effondrée et leur action valait plus grand-chose comparé au prix d'introduction en bourse. Et j'ai l'impression qu'on arrive aussi à un moment maintenant plus de stabilité, où voilà, la boîte continue à grossir. Lemonade, c'est maintenant 2,7 millions clients assurés contre 2 millions, un peu plus de 2 millions il y a un an. Donc voilà, on a atteint une certaine stabilité et on n'est plus dans les paillettes, on n'est plus dans on va renverser les choses, mais on fait le business correctement. Et donc, je trouve que ça illustre quand même quelque chose sur l'innovation dans l'assurance, où effectivement, on passe de phase en phase. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre d'ailleurs aujourd'hui, à mon avis, sur l'intelligence artificielle. Après quasiment 2 ans d'encensement, l'IA va tout remplacer, l'IA va devenir Dieu, etc. On est un peu en train de rentrer dans une phase où tout le monde crache sur l'IA, l'IA n'apporte plus rien, c'est un château de cartes qui s'effondre. Et j'imagine qu'on va trouver un niveau d'équilibre un peu plus rationnel et raisonnable dans quelques temps, où justement, il y a des cas d'usage sur lesquels ces technologies peuvent être utiles, et puis effectivement, il y a des endroits du marché qui n'avaient aucun sens de manière générale. Donc voilà, c'est ça aussi que je voulais illustrer avec ces acteurs, c'était aussi cette idée de se dire, ouais, peut-être qu'ils font des choses peut-être plus traditionnelles, peut-être que c'est moins shiny, que c'est moins exceptionnel et extravagant, peut-être qu'ils parlent moins fort qu'avant. En revanche, ils sont sur le marché. Et les monnaies, peut-être, dernier truc que je trouve intéressant et que tu as souligné, hein, c'est la diversification. Parce que ça, c'est un peu une question qu'on se pose depuis le début dans l'insurtech en Europe. C'est est-ce qu'il y a un modèle entre les pure players, ceux qui ne vendent qu'un type d'assurance, assurance auto ou assurance habitation ou assurance chien-chat ou assurance vélo? Est-ce qu'il y a un avantage à être solo produit ou à, au contraire, dès le début, être multiproduit? Et typiquement chez nous, on avait vu Luco sur l'habitation, on a vu Alan sur la santé, on a vu des pure players sur la garantie locative, sur le vélo, etc. Dalma, ou, par exemple, sur le chien-chat. Et puis à l'inverse, il y a quelques acteurs européens de taille intéressante, hein, je pense à Achille en France ou GetSafe en Allemagne, qui sont eux multiproduits depuis le début.
Et d'ailleurs, Achille qui a annoncé qu'il allait rajouter l'assurance TPE-PME à ses couvertures pour les lignes personnelles. Donc voilà, c'est une question qu'on se pose depuis le début. Est-ce qu'il y a un modèle mieux que l'autre? A priori, pour l'instant, il n'y a pas de signe qui montre qu'un modèle est mieux que l'autre. Les deux modèles coexistent. Mais Lemonade, c'est un modèle qui donc a pendant longtemps été monoproduit sur l'habitation et maintenant fait de l'auto, fait du chien-chat aussi. Et Exactement. puis se diversifie. Prosper de Pet Insurance. Ouais. Et donc voilà, donc ça, de ce point de vue-là, ça me semble intéressant de regarder ce qui se passe de l'autre côté pour voilà, avoir un peu de comparaison et se dire, tiens, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ou pas. Peut-être passer à un autre acteur. Donc là, on a vu les monnaies qui étaient plutôt en hausse. Ouais, Je sais pas si sur route, là, tu parlais de la croissance comptable. Là, ça m'intéresse. Ça permet de rebondir tout de suite sur cette notion qui me semble fondamentale aujourd'hui, à un moment où pas mal d'insurtech justement de cette première génération arrive face à ce défi en fait, à ce stade de maturité. Route, si vous regardez les métriques, elles sont toutes bonnes en fait sur le Q2 2025. C'est même assez impressionnant parce qu'ils ont inversé la tendance. Rappelons qu'il y a 2 ans, Route était un peu au bord du précipice. Hein. Ils ont failli être rachetés. Il y avait énormément de dettes. Voilà, il y avait vraiment l'avenir était en suspens. Hein. C'était juste après l'affaire Luco chez nous. Donc on a été proche de la sortie de piste pour Route. Donc ils ont admirablement, je trouve, redressé la barre. Là, sur Q2 2025, ce qui est hyper intéressant, on voit que le ratio combiné aujourd'hui, qui est, c'est le juge de paix dans l'assurance. Les professionnels là, qui nous écoutent, je pense, ne diront pas le contraire. Le ratio combiné, ouais, c'est fondamental. Et là, ils arrivent enfin à un ratio combiné de 95,2, donc sous les 100%. Donc ça veut dire qu'ils arrivent à tirer du bénéfice de leur activité d'assurance, qui est ce qui est la base quand on se lance sur du B2C comme ça. Donc les loss ratios sont maîtrisés, les revenus sont en hausse, on voit le net income aussi, ça génère du cash. Donc tous les feux semblent au vert, sauf que à la publication de ces résultats, le cours de l'action il a été tronçonné, moins 25%. Alors pourquoi là il faut creuser un peu plus dans les rapports qui sont assez denses. Et je pense avoir trouvé la raison qui est liée à ce challenge de la croissance rentable. Entre le premier et le deuxième trimestre, donc 2025 cette année, Route a acquis seulement 1693 nouveaux assurés, contre plus de 50 000 sur un an. Donc là, on voit gros freinage. Alors que dans le même temps, ils ont dépensé 37 millions de dollars en sales et marketing. Donc voilà, c'est un peu grossier. Il faudra voir l'exercice sur un an, mais si on fait le rapport, là, on est à 22 000 dollars de coût d'acquisition unitaire. Donc voilà, c'est beaucoup. Ça n'a pas échappé au marché. Donc là, qui sanctionne, là, moins 25%. Le moins 25%, c'est dire, voilà, parce qu'on est toujours sur une valorisation à plus d'1 milliard. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des points positifs. Mais le marché, là, dit, attention, on va pas aller plus loin pour le moment et il va falloir prouver que après avoir réussi à performer sur le cœur de métier, il faut maintenir une courbe d'acquisition qui soit sinon exponentielle, mais au moins continue, comme ce que fait un Lemonade. Et donc c'est tout là la question, on en parle souvent, de la valorisation d'une entreprise. Où se situe-t-elle? Parfois, il faut descendre, nettoyer des portefeuilles, faire preuve de plus de rigueur, d'austérité pour aller chercher de la rentabilité peut-être à des valos plus basses. Mais une fois que la rentabilité est là, comment faire pour continuer et où est ma valorisation, je pense. Donc là, on a clairement un questionnement du marché par rapport à Route. Ouais, effectivement, on voit que les dépenses marketing, elles continuent à être importantes et à l'envers, on voit la croissance du nombre d'assurés qui stagne et c'est exactement le sujet de la croissance rentable. C'est-à-dire que je ne vais pas dire que c'est simple d'atteindre la rentabilité, mais c'est faisable. En revanche, c'est extrêmement compliqué de typiquement réduire les coûts, réduire les investissements
notamment en acquisition, et de continuer à gagner des clients, et c'est tout l'enjeu. Et c'est ce qui aussi doit justifier les valorisations, parce que souvent on demande voilà, quel est le prix d'une insurtech. Et à date, il commence à y avoir un petit peu de M&A, hein, on en parlait les précédentes fois, mais on a encore assez peu de comparables. Et du coup, on regarde plutôt du côté des acquisitions un peu traditionnelles, hein, le courtier au coin de la rue, sur lequel il y a des multiples qui existent. Mais alors déjà, première différence, c'est qu'en général, c'est des sociétés qui sont rentables. Donc ça, c'est une première grosse différence. Et donc, on parle de multiples d'EBITDA et pas du tout de multiples de primes ou de revenus, comme on peut en discuter quand il s'agit de startups qui ne font pas de résultats positifs pour le moment. En revanche, souvent, les valorisations, voilà, quand une boîte lève quelques millions d'euros, en général, elle ouvre son capital entre 20 et 25%. Donc, il faut multiplier le chiffre de la levée par 4 ou 5. Et donc, ça nous amène à des montants, des valorisations qui sont extrêmement élevés et qui sont totalement déconnectés du comparable du courtier au coin de la rue. Et donc, pour justifier en fait cet écart-là, c'est la croissance qui doit le permettre. Et la croissance doit être rendue possible grâce normalement à la technologie. Donc à nouveau, hein, c'est pas la technologie pour la technologie, mais c'est la technologie au service soit justement de l'efficacité opérationnelle, soit de la compréhension du risque, notamment chez les startups qui font du tech-enabled MGA, donc qui utilisent la donnée, les algorithmes pour mieux comprendre et mieux pricer le risque, et donc avoir des produits qui a priori sont plus attractifs pour le marché. Et puis ça peut être utile aussi pour attirer des clients. Et donc c'est toute cette mécanique-là qu'il s'agit de mettre en œuvre. Et effectivement, Root s'est un peu pris le mur, et je pense que c'est aussi pour ça que ça explique l'effondrement en bourse suite à la publication des résultats. C'est que certes, ils ont des résultats financiers qui sont plutôt intéressants. En revanche, ça a totalement, semble-t-il, cassé la dynamique de croissance. Or, la valorisation de ces startups technologiques, elle s'appuie beaucoup sur la capacité à grossir. Dès lors qu'on arrête de grossir, c'est fini, et c'est très compliqué ensuite de relancer. Je vois qu'il y a des commentaires sur les sujets. On parlait tout à l'heure de monoproduits. Il y a Johanna qui dit c'est assez risqué d'être monoproduit. À peu près le même son de cloche chez Nelly, qui dit pour être monoproduit, il faut vraiment être très spécialisé et expert dans un vertical avec des offres de services et être sur des offres rentables dans la durée. Donc là, typiquement, hein, c'est le cas sur Root, qui fait de l'auto. Et puis un petit attention de Bertrand. Root, attention, c'est de la croissance nette de résiliation. Et effectivement, il faudrait voir le détail. Frein de la croissance sans doute, mais peut-être aussi purge du portefeuille. Effectivement, Ouais, ça tout peut à être fait. aussi un... Merci Bertrand de souligner ça. Et c'est pour ça que je disais aussi, il faudra évaluer ces résultats à l'aune d'un exercice complet aussi. Je pense que c'est très important. Là, on a des métriques, on a des doutes, mais voilà, toujours mettre de la nuance et prendre un exercice global, le comparer à un exercice précédent pour vraiment bien analyser ça. Ouais, c'est ça, parce que finalement, quand on a parlé de gagner du temps, hein, c'est ce qui s'est passé un peu, je dirais, en 2023-2024 chez les startups, où c'était plus difficile de lever de l'argent. Tout le monde a cherché à réduire les consommations de cash, et il y avait plusieurs manières de limiter la consommation de cash, hein. Donc, c'était pour beaucoup réduire la taille des effectifs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vu partout en Europe. Il y a eu le fait d'aller chercher des fonds additionnels, notamment auprès des investisseurs existants. Donc, on a vu beaucoup de bridge. Et puis, il y a une autre manière qui est de réduire les pertes, je dirais, opérationnelles en nettoyant le portefeuille. Donc, finalement, en enlevant du portefeuille les risques les moins performants. Et donc, c'est ça que suggère Bertrand sur Root, en disant, voilà, peut-être qu'ils n'ont pas énormément gagné de clients, parce que peut-être que leur flux de nouveaux clients s'est maintenu, à vérifier, mais peut-être que derrière, ils ont sacrément nettoyé le portefeuille en enlevant les mauvais risques, ce qui pourrait expliquer l'amélioration notamment de leur loss ratio. Oui, c'est ce qu'a fait Hypo. Tu vois, tu peux mettre très Ouais. rapidement, c'est l'équivalent de Route, un monoproduit sur de l'habitation. Hypo, ça on le sait depuis plusieurs mois, voire années, il y a une politique de rationalisation à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau de la direction, des employés, des portefeuilles, parce qu'il y avait des partenariats qui ont été arrêtés, des choses comme ça. Et de la même manière, on voit le nombre de polices en portefeuille sur un an, 297 000, 302 000. Ça, c'est lié aussi à une purge des portefeuilles qui était dans certaines régions, et ça on le sait, ils sont pas tout seuls, hein, aux États-Unis, ils se sont désengagés de certains endroits.
zone géographique qui était trop exposée à un moment donné. Pour trouver de la rentabilité technique, et ça a marché. Hein. Si on regarde les ratios, 94%, on est passé à 47%. Donc moi, j'avais fait un article, là, c'était Hippo à l'âge de la rentabilité technique. Effectivement, le marché, ça, il apprécie. C'est comme pour les monnaies, l'action Hippo a fait plus 20%, elle, après la publication des résultats. Mais on demeure sur une valo qui est pas énorme. C'est 775 millions de dollars aujourd'hui, alors que le prix d'introduction au moment de l'IPO, c'était 5 milliards, si vous vous souvenez bien, à Hippo. Donc voilà, ça vient confirmer tout ce que tu disais hein, sur la valorisation, la croissance de ces insurtech. Ouais, et puis aussi, c'est intéressant cette notion de, déserter certains marchés, parce que ça a un impact sur les chiffres. C'est-à-dire qu'effectivement, je déserte un mauvais marché, ça me permet d'améliorer mon résultat technique, mais ça fait baisser mécaniquement mon chiffre d'affaires et si on tire le trait et qu'on caricature un petit peu, si je quitte tous les marchés, alors j'ai un résultat technique excellent, mais j'ai plus de revenus. Et donc, c'est à mon sens un des gros enjeux pour les années à venir, c'est la manière dont les acteurs en place vont réussir à utiliser des algorithmes, de la donnée et plus largement de la technologie pour rester sur des marchés compliqués, notamment là où le risque climatique est très important. Je pense aux inondations, à la sécheresse, aux ouragans, etc., où à chaque fois les sinistres sont extrêmement importants et dommageables. Mais la réponse à date qui est de se retirer du marché, me semble pas soutenable sur le long terme. Là, j'ai fait la démonstration de la non-soutenabilité économique. Il y a évidemment la question sociétale aussi. Est-ce qu'on peut vivre dans un environnement non assuré? Probablement pas. Et donc, c'est aussi trouver ces équilibres de marché, à la fois sur le prix, mais aussi sur la compréhension du risque en lui-même, et puis évidemment sur les aspects de prévention. Donc voilà, il y a tous ces enjeux-là autour de la notion du risque qui, à mon avis, sont à prendre en compte et qui vont devenir prépondérants. Et là, on a un bon exemple, effectivement, quasiment un niveau stable du nombre de polices, parce que certains marchés ont été retirés. Et bah voilà, donc j'améliore mon résultat technique, mais je baisse mes revenus. Et donc, c'est pas forcément soutenable sur le long terme. Il faut travailler, à mon avis, sur la technologie et les données pour aller y répondre d'une autre manière, un peu plus fine que soit je me prends une énorme paume, soit je quitte le marché. Enfin, je pense qu'on peut dire un mot au moins rapide sur Oscar, qui est intéressant parce que, comme tu le signalais, je pense très justement, Oscar, c'est un peu le clone ou, enfin, c'est plutôt peut-être Alan qui est le clone d'Oscar. C'est le grand frère américain, Oscar. Donc, ça, même si évidemment les contextes, les marchés, l'organisation du système de santé sont bien différents. Donc, ça faut évidemment prendre ça en compte dans l'analyse. On peut pas dire Oscar égale Alan, c'est pas tout à fait pareil, mais ça donne quand même des indications. Si on prend les métriques Oscar, on voit que les revenus ont bien grossi, comme le nombre de membres. Par contre, si on regarde les résultats à la fin, là c'est assez significatif. L'an dernier, Oscar avait basculé dans le vert en dégageant plus de 100 millions d'EBITDA, et là, ils ont perdu 200 millions sur le trimestre. Comment a réagi le marché? Plus 30%. Ce qui peut paraître surprenant à première vue, mais c'est expliqué justement par cette croissance. Croissance assez explosive quand même, que ce soit les membres, revenus, croissance soutenue, qui est aligné par rapport aux ambitions affichées sur l'année 2025. Donc ça a été très apprécié par le marché, et qui considère que les problèmes au niveau du portefeuille, que justement ces pertes sont liées à des événements conjoncturels, plutôt conjoncturels. Donc confiance plutôt renouvelée en Oscar. Bien sûr, c'est loin d'être gagné, mais ça illustre un peu tout ce qu'on a dit. C'est parfois un peu surprenant. Il faut bien prendre une vue d'ensemble des métriques, les recontextualiser à travers l'historique de l'entreprise, à travers son ordre de marche, en fait, voir si ils atteignent les paliers qui étaient annoncés, comment mettre ça en parallèle aussi avec les ratios. Oscar qui a quand même trouvé un certain équilibre au niveau des performances techniques sur la santé, ce qui n'était pas gagné non plus d'avance. Donc voilà, plus 30% depuis un mois, l'action Oscar qui est repartie de l'avant malgré les pertes.
Donc, c'est tout ça pour dire, souvent, je vois, il y a des analyses qui sont, quand on parle d'Alan, on y reviendra tout à l'heure, mais qui ciblent systématiquement les pertes, le manque de rentabilité sur ce type d'entreprise. Être rentable un jour, ça ne veut pas dire que vous le serez le lendemain, et ne pas être rentable à un moment donné, ça ne veut pas dire que ça fonctionne pas et que la dynamique est pas bonne et bien enclenchée non plus. Donc, toujours, encore une fois, je pense important de mettre de la nuance dans tout ça. Ouais, et puis ce que tu viens de dire d'ailleurs, c'est pas valable juste pour les startups, hein, c'est aussi Bien valable sûr. pour les acteurs de l'assurance aussi, où je pense à certains et sans les nommer, une année annonce, un bénéfice, l'année suivante une perte et puis une nouvelle, puis un nouveau bénéfice et cetera, hein. Donc ça reste un enjeu. L'assurance reste une activité compliquée, pour tous les acteurs du marché. Après effectivement, je pense que c'est le contre-coup des promesses faites par, les insurtech et les startups, parfois l'arrogance de certains qui, se retournent contre eux à un moment parce qu'effectivement on est rentré dans un nouveau monde depuis, 2-3 ans où, l'enjeu c'est plus effectivement la croissance à tout prix, mais la croissance rentable, et les enjeux de rentabilité pour être soutenables sur le long terme. Donc c'est aussi au moment où le marché se recadre comme ça, on revient à devoir, donner des comptes, mais c'est valable pour tout le monde. Peut-être si vous je ne sais pas si, vous avez apprécié un peu cette comparaison avec les US, dites-le nous dans les commentaires parce que, avec Alex, on suit aussi évidemment les levées de fonds qui se passent aux US et donc ça peut peut-être être aussi, l'occasion de se dire que dans les prochains baromètre, on rajoutera une petite catégorie comparable US en se disant: «Ah bah tiens, le mois dernier, il y a eu, une levée dans tel domaine, tiens, c'est peut-être quelque chose qui arrivera en France un jour» ou à l'inverse, bah tiens, un comparable de telle ou telle startup connue en France, vient de lever de l'argent aux US et il y a peut-être des choses à apprendre. Donc voilà, si vous avez aimé la thématique, US, dites-le nous et comme ça on la remettra, régulièrement, dans le flux de nos parutions et de nos discussions et je te propose qu'on passe à la deuxième partie qui est les actus et les infos de l'été. Tu as évoqué Alan, c'est une des thématiques. On avait sélectionné ensemble 5 thématiques et on vous propose de choisir, dites-le nous dans le chat, quels sont le ou les 2 sujets que vous aimeriez qu'on traite en premier. Et comme ça, on va le faire. Je les liste rapidement. Il y avait AXA qui a racheté Prima. Il y avait Alan dont tu parlais qui a gagné un nouvel appel d'offres dans la fonction publique. Il y a Sapiens qui change de main, Descartes Underwriting qui se lance dans l'assurance inondation et puis Couva en Angleterre qui lance visiblement la vente de la start-up. Donc voilà, 5 sujets d'actualité. On voulait vous les mettre en vrac parce que si vous avez manqué l'info, bah, évidemment, vous pouvez vous renseigner soit sur Internet, soit sur nos réseaux respectifs parce qu'on a couvert ces sujets-là. Et puis voilà, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un ou deux thèmes qui vous intéressent en particulier? Vous nous donnez les numéros dans le chat, on va se laisser quelques secondes. Et puis, si personne ne partage son avis, nous, on avait fait une présélection avant. Donc, On a des choses à dire sur toutes. Hein. on a des choses exactement à dire sur toutes. François qui nous dit 1 et 2, donc AXA et Alan. Johanna qui semble voter pour Alan. Bertrand qui nous parle ou qui aimerait qu'on parle de Descartes. Voilà, ça fait très bien de comparer avec les US, nous dit aussi Nelly, donc top, merci. Ah oui, Asie aussi, effectivement, sur lesquels il se passe pas mal de choses. On a Julien qui nous souffle l'idée de passer un petit peu de temps sur le premier thème. Germain aussi, donc j'ai l'impression qu'on a, voilà, je ne vais pas dire unanimité, mais quasi pour le premier thème AXA, donc on va peut-être commencer par ça. Et puis après, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu d'Alan, et puis on finira peut-être par Descartes. On essaie de faire ces trois-là, au moins, si ça te va, Alex. Oui, très bien. Je pense que c'est bien aussi de pouvoir parler des grands groupes, parce qu'on a un baromètre innovation et souvent on rattache l'innovation aux startups, à l'insurtech ou aux fournisseurs de technologie, mais je trouve ça important aussi et intéressant de pouvoir illustrer aussi cette innovation dans l'assurance à travers les mouvements des grands groupes, que ce soit en innovation pure au niveau des produits, de technologie, ou ici innovation en matière de stratégie. Donc là, au milieu de l'été, AXA, si vous n'avez pas suivi, a racheté Prima. Prima, c'est Prima Assicurazioni.
Pardonnez mon italien. Mmh. Donc, qui est un acteur de l'insurtech italienne, spécialiste de l'assurance directe. Pas très vieux, hein, c'est 10 ans, né en 2015, Prima, à Milan, et qui a connu une croissance assez fulgurante. Hein, c'est un super succès. On n'en a jamais trop parlé, mais un vrai beau succès, hein, 1,2 milliard d'euros de primes brutes en 2024 quand même. C'est 10% du marché italien. Il y a Prima embauche 1100 personnes aujourd'hui. C'est assez énorme, hein. Donc plus et ça c'est intéressant aussi dans le communiqué de presse, ils disaient qu'ils ont plus de 400 devs, ingénieurs informatiques, data scientists. Donc c'est une entreprise qui a un ADN vraiment très technologique. C'est vraiment une insurtech pour le coup. Donc AXA a racheté 51% des parts, montant de l'opération 500 millions d'euros. Donc ça lui permet d'accélérer sur le direct. Et forcément, c'est intéressant parce que ça nous rappelle tous les derniers mouvements d'Allianz, son grand concurrent sur le sujet. Allianz qui, vous vous le souvenez, il y a 1 an et demi, a ressuscité Allianz Direct en France. Allianz Direct qui, dans la foulée, a racheté Luco, Friday, une partie du portefeuille d'IPTQ, qui a acheté récemment aussi Eurofil, donc la branche directe d'abeilles, qui va très vite là-dessus. Et si on creuse un peu le sujet, je regardais dans les médias italiens, on apprenait que AXA n'était pas le seul à intéresser par Prima et qu'ils ont remporté la bataille devant CNP et Allianz, forcément, qui étaient aussi sur le coup. Donc, voilà, c'est encore, je pense, une opération et un move en fait qui vient cristalliser l'intérêt grandissant ici des géants de l'assurance européen pour le direct. C'est assez symptomatique. On est vraiment dans un momentum, j'ai l'impression, autour de ce sujet. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Et d'ailleurs, je vais donner la parole à Germain qui nous dit, en sachant qu'AXA a déjà une compagnie directe en Italie, Kiccia, à nouveau désolé pour la prononciation en italien, mais c'est effectivement un sujet que je trouve hyper intéressant parce que effectivement, si je reprends ma casquette d'investisseur dans l'insurtech, si on regarde les 10 premières années, les 10 années d'insurtech qui viennent de s'écouler, en fait, et la première vague d'innovation dans l'assurance, ça a été très centré sur la distribution. La distribution, ça a toujours été plus de la moitié de tous les deals annoncés en Europe dans l'insurtech. Donc ça, c'était un élément très important et ça a été pendant très longtemps beaucoup de startups qui faisaient de la distribution directe et avec des acteurs qui disaient vouloir effectivement remplacer les modèles un petit peu traditionnels de distribution à travers des courtiers. Évidemment, et courbe de Gartner oblige, les choses se sont stabilisées d'une manière un petit peu différente, où des acteurs qui faisaient de la distribution directe se sont mis à faire de la distribution aussi indirecte à travers des réseaux de courtage traditionnels. Et puis, il y a eu une autre catégorie aussi d'acteurs de la distribution qui a en fait développé de la technologie au service des distributeurs eux-mêmes. Donc voilà, la distribution, cette catégorie-là de la chaîne de valeur, en fait, cachait des réalités différentes. En tout cas, en termes d'euros investis, c'est vrai que la distribution directe a toujours tenu la dragée haute et la plupart des startups qui levaient beaucoup d'argent, c'était dans la distribution directe avec toutes les questions qu'on s'est posées tout à l'heure sur la croissance rentable, les coûts d'acquisition, etc. etc. Donc ça a été un des gros enjeux. Ça a été ensuite pas mal moqué en réalité, hein, justement parce que les acteurs soit n'avaient pas délivré les promesses, soit commençaient à diversifier leur modèle de distribution. Et puis j'ai l'impression qu'on arrive voilà, dans un moment de stabilité où finalement il y a un petit peu à prendre à droite à gauche. Donc il y a des acteurs qui sont finalement pas si mal que ça, qui peuvent apporter de la valeur sur certaines parties de la chaîne de valeur, sur certaines lignes de métier, donc certains produits d'assurance, et puis pour certains acteurs en place qui y voient de la valeur. Et typiquement, ce que tu as dit tout à l'heure, le rachat par Allianz direct d'Eurofil, en fait, c'est le changement de main. Hein. C'est Abeille qui considère que c'est plus stratégique pour lui, j'imagine, et qui le revend à Allianz, qui lui, au contraire, considère que c'est sa roadmap du moment. Donc, on voit que le même objet, il peut avoir plus ou moins de valeur ou plus ou moins d'intérêt et être plus ou moins cohérent avec la roadmap du corporate selon le corporate dont on parle. Donc ça, c'est quand même un élément important. Et après, pour moi, c'est quand même un mouvement de fond, c'est-à-dire que une conviction qui me semble assez évidente, c'est que l'assurance ne peut pas être le seul business au monde à faire abstraction totale
de ce qui se passe dans le monde virtuel et numérique, en fait. On passe tous de plus en plus de temps sur nos téléphones, on voit tous les chiffres de e-commerce qui sont en train d'exploser, toutes catégories de produits confondus. Est-ce que ça veut dire que l'assurance traditionnelle et physique va disparaître? Probablement non. Est-ce que pour autant l'assurance peut rester à des niveaux extrêmement faibles de digitalisation? À mon sens, non. Et à nouveau, on va vers un équilibre un peu plus raisonnable. Et c'est probablement ça, ces mouvements qu'on constate. Les acteurs en place se rendent bien compte qu'il faut bouger aussi sur des offres en ligne qui soient de qualité. Et donc, c'est sûrement ces mouvements qui sont justifiés, que ce soit chez Allianz, que ce soit ici avec AXA. Et voilà. Et après, j'imagine, on va voir un mouvement un peu s'équilibrer à nouveau selon les types de produits et selon les segments de clients aussi, parce que tous les clients ne souhaitent pas interagir en ligne et peuvent être tout à fait à l'aise et même demandeurs d'aller au coin de la rue dans une agence physique. Donc, beaucoup de sujets, on en avait parlé la dernière fois, hein, d'ailleurs, avec notamment Maïf qui réinvestissait dans ses réseaux de distribution, donc comme pour les ancrer dans le futur, et en même temps investissait pour les repenser. Donc, c'était aussi une manière de dire, bah ouais, on va continuer à s'appuyer sur nos réseaux de distribution, mais on est bien conscient qu'on ne peut pas les garder en l'état et qu'il faut s'adapter notamment aux nouvelles populations et aux nouveaux clients pour continuer à attirer en permanence de nouveaux clients, puisque c'est un des enjeux, pas que pour les startups, mais aussi pour les grands groupes de l'assurance. Oui, tout à fait. Précision de Inari qui nous disait justement, tout à l'heure, on disait AXA a déjà une compagnie directe en Italie, Kiccia, et donc Inari qui précise effectivement, oui, mais Kiccia est une compagnie. Et donc j'imagine Prima ne l'est pas, c'était ça le sous-entendu. En termes de prise de marché, les banques assureurs, oui, et les modèles d'assurance directe prennent des parts sur le traditionnel depuis quelques années, effectivement. Hein, on avait vu quelques chiffres, alors qu'ils datent peut-être de 2 ou 3 ans, mais sur le fait que la banque assurance était le canal le plus dynamique en termes d'acquisition client. Petit bémol ici, à mon avis, c'est qu'avec la digitalisation massive de la banque, la fermeture des agences, je pense que c'est des gros enjeux aujourd'hui pour les banques assureurs et comment on réplique ce modèle de la banque assurance dans un monde où en fait la banque en elle-même est une néobanque et une néobanque digitale. Et donc ça, je pense que ça va être hyper intéressant et ça ouvre plein d'opportunités pour des startups justement d'aller permettre de la distribution maligne directement sur les banques en ligne. L'avantage qu'on a, on voit, c'est avec l'open banking, et ça c'est un truc que je dis tout le temps sur la donnée. Les assureurs disent toujours oui, l'assurance c'est de la donnée, mais en réalité, si on regarde les données qu'ils possèdent sur nous, clients final, c'est relativement pauvre. Déjà, c'est déclaratif, c'est limité. Là où une banque, elle possède toutes les données de transaction. Et mine de rien, les données de transaction, ça dit quand même un peu qui on est. Donc, ça dit où on achète, ce qu'on achète, etc., etc. Ça donne des informations qui permettent d'identifier finalement à peu près qui est la personne, quels sont ses besoins, et puis d'identifier aussi les bons moments d'interaction. Un déménagement, ça se voit sur son compte en banque. J'ai une nouvelle voiture, éventuellement, ça se voit dans son compte en banque. À l'inverse, si j'ai pas de voiture, c'est aussi écrit dans le compte en banque. J'ai un animal de compagnie, c'est écrit dans le compte en banque. J'ai un enfant, c'est écrit dans le compte en banque. Donc, il y a plein de choses comme ça. Je change de job, c'est aussi écrit dans le compte en banque. Donc, toutes ces informations-là qui peuvent être utilisées pour identifier le bon moment d'interaction, pour identifier les bons produits à pousser. Et donc, ça, c'est des gros enjeux, à mon avis, pour l'ère de la banque assurance digitale qui s'ouvre devant nous. On va passer par FIDA peut-être avant. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un gros sujet. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici la On fin en de l'année. parlera, je pense, d'ici la fin de l'année. Je prends un peu les commentaires, Julien. Après la banque assurance, ont un atout indéniable, la data. Effectivement, merci Johanna. C'était la démonstration que j'ai essayé de faire. Les grands esprits se rencontrent. Johanna, je pense que leur force et la récurrence aussi des interactions, ça c'est un élément qui est assez vrai. On va X fois, peut-être pas par jour, mais par semaine sur nos applications bancaires, un tout petit peu moins sur nos applications d'assurance. Donc ça, c'est aussi un enjeu pour les acteurs de l'assurance. Et de ce point de vue-là, on avait vu Alan qui avait lancé un outil de gamification de la marche. Tout à fait, Une des raisons, selon moi, c'était aussi d'augmenter le taux d'engagement avec l'application. On sait que le multi-équipement, par exemple, pour les assureurs, c'est un enjeu clé pour les agents qui ont en moyenne 2 ou 3 produits par client, quand un banquier peut en avoir jusqu'à 10, d'où le nombre d'interactions, d'où la proximité, la connaissance client.
c'est un vrai sujet, ça Ouais. aussi. Ouais, et puis autre sujet, que suggérait Nelly, qui était quelque part l'assurance embarquée est une façon digitale de répondre à l'enjeu de la distribution en ligne et effectivement ça je suis plus d'accord que jamais. On est un des gros investisseurs sur cette thématique-là, c'est une de nos thèses d'investissement depuis le début, l'assurance embarquée, embedded insurance en anglais, et on voit effectivement des taux de conversion qui sont très élevés et une efficacité capitalistique beaucoup plus importante que sur la distribution directe. Mais à mon sens, c'est une des manières et pas la seule pour proposer de l'assurance dans un monde virtuel. François qui nous dit après ces insurtech ont un edge, un avantage compétitif par rapport aux agences au coin de la rue, c'est la qualité et l'homogénéité de leurs données. Effectivement, ça va être un des gros enjeux. C'est qu'effectivement tout est centralisé, les systèmes d'information sont modernes aussi, donc ça c'est un avantage compétitif. On a Bala qui D'une nous page dit blanche, ouais, c'était plus simple. ouais, effectivement, c'est toujours un petit peu le sujet. On a Bala qui nous dit bonjour de Dakar, donc merci beaucoup Salut, de Bala. nous écouter, pas qu'en Europe, donc c'est top. Ensuite, bénéficieront plus facilement de l'IA, ça c'est une certitude. Et puis on a effectivement Bertrand qui nous parle de FIDA, qui réagit plutôt à la proposition qu'on faisait de se dire qu'on parlera peut-être de FIDA d'ici la fin de l'année. Et effectivement, c'est un peu la running joke dans l'assurance. Ça a démarré en janvier 2021. On est quoi en septembre 2025 et on n'y est toujours pas. Donc, Et pas, affaire à non. suivre, comme dirait l'autre. Le deuxième sujet qui avait été voté, je dirais sans surprise, hein, c'était Alan. Alan qui gagne, alors qu'il y a deux actualités, je dirais, même trois actualités, pardon, qui a publié effectivement des chiffres au Q2, mais peut-être tu voulais revenir sur voilà, le buzz que ça a fait, Ah notamment ouais, suite au gain Alan, d'un endgame. c'est assez drôle. Enfin, et c'est symptomatique de ce qu'est devenu cette entreprise aussi. Il suffit, et je pense tu le constates, vous le constatez aussi en surfant sur les réseaux. Alan, c'est devenu un mot magique aujourd'hui pour créer de l'engagement et du débat, en fait. La preuve, voilà, mon dernier post, si je prends les stats aujourd'hui, je suis à quasiment 200 likes, plus de 50 000 impressions et surtout 74 commentaires. Mm. Donc Alan qui va utiliser au cœur de l'été a gagné un 5e appel d'offres sur le terrain de la PSC. Cette fois, c'était la DGAC. DGAC, donc c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile. Donc c'est moins gros évidemment que Bercy ou le ministère de la Transition écologique, mais néanmoins c'est un nouvel appel d'offres gagné. Donc c'est le 5e et ça fait parler. Ça fait parler. Et l'accroche de mon poste, c'était Alan est-il un nouvel animal politique? En fait, c'est plus simplement une start-up. Et au cœur de l'été, effectivement, c'était au milieu du mois de juillet, il y a l'Humanité qui a consacré une enquête au sujet Alan, avec un papier engagé, un papier à charge aussi. Et voilà, rien que dans le titre, je trouve, il y a pas mal de buzzwords et qui montrent à quel point en fait et à quel niveau en fait se joue le côté clivant d'Alan aujourd'hui. Oui, ouais, effectivement, c'est marrant de voir des généralistes, enfin des médias, pardon, généralistes s'intéresser au sujet. Alors chacun avec son angle, évidemment, mais on voit qu'effectivement, on sort là des questions de pure innovation, on sort même en réalité des questions d'assurance tout court. Donc voilà, donc c'est drôle, enfin drôle, je sais pas, mais en tout cas, c'est cocasse, on va dire ça comme ça, de voir. Et en tout cas, effectivement, ce que tu indiques et que je trouve hyper intéressant, c'est que sur les réseaux, il y a toujours beaucoup d'engagement et qu'on est face à une start-up qui effectivement ne laisse pas indifférent avec un nombre de commentaires qui est quand même très supérieur. C'est peut-être ça qu'il faut souligner aussi, parce que je ne sais pas si ça parle à tout le monde, 70 commentaires, mais 70 commentaires, c'est beaucoup. 50 000 impressions, c'est beaucoup avec les algorithmes d'aujourd'hui. Donc effectivement, et c'est très significativement plus que les stats qu'on peut avoir d'habitude. Donc on voit bien qu'il y a un effet Alan, et à nouveau, hein, c'est on n'aime pas. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a autant d'engagement, c'est que ça laisse personne indifférent. Et puis ça, c'était la deuxième partie hein, sur les chiffres qu'ils publiaient, hein, des chiffres toujours en amélioration encore et toujours. Voilà, on voyait le chiffre. On parle pas de perte sur ce Q2, je pense. Comme on dit, il y a
grande partie du discours qui est cristallisé sur ces pertes, alors que les pertes à un moment donné, c'est normal aussi. C'est normal de vouloir atteindre la rentabilité, mais il n'y a pas que ça en fait. Et en fait, cristalliser vraiment toute l'attention là-dessus, c'est important. C'est pas ce qu'on dit. Hein. Il faut surtout pas éluder ce point. Il est fondamental. Mais il y a d'autres choses aussi. Et donc, je pense que la direction parlera de manière assez transparente et ouverte des pertes. Depuis le début, de toute façon, ils publient leurs chiffres à l'image des Américaines, Alan. Donc, on peut avoir accès à ces chiffres. Donc, en fin d'année, on aura, je pense, les éléments pour se faire, nous, notre avis précis par rapport à ça. Oui, effectivement, le marché a beau jeu de commenter, critiquer ces chiffres, etc. Mais ils ont le mérite d'exister. Et à nouveau, Alan est un des rares acteurs qui le fait depuis le tout début. Donc, il faut au moins le souligner. Et c'est plutôt nous quelque chose qu'on encourage à faire auprès de tous les acteurs. Et à nouveau, il y a toujours, ce que je dis, il y a toujours deux manières de regarder ces chiffres-là. Et quand on me pose la question, il y a la manière qui est de le comparer face à un acteur tier one dans l'assurance santé en France. Effectivement, les 3-4 gros mastodontes, ils ont quelques millions de clients. Donc effectivement, à côté de ça, même si là, ça commence à devenir significatif, quasiment 900 000 clients, donc on commence à se dire que ça a du sens, mais ce que je veux dire par rapport à peut-être 5, 10, 15 millions de clients, ça peut paraître faible, donc effectivement, c'est une manière de relativiser. En revanche, si on regarde de l'autre côté, qu'on regarde du côté startup, il ne faut jamais oublier qu'Alan a 10 ans, même pas. Donc en 10 ans, ils ont capté 900 000 clients. Et à nouveau, si vous regardez le marché de l'assurance santé en France, la réalité, c'est qu'il y a pléthore d'acteurs qui sont mais bien plus petits qu'Alan et qui existent depuis hyper longtemps et dont personne ne se moque. Parce qu'à nouveau, ce n'est pas le sujet. Et donc, c'est aussi cette manière-là, à mon avis, qu'il faut garder en tête, c'est de se dire, voilà, quel est l'objet qu'on regarde. Effectivement, si on le compare à un géant du marché, il est encore raisonnable en taille, mais à nouveau, les chiffres deviennent très significatifs et il va passer le million de membres dans les prochains mois, assurément. Mais voilà, il y a aussi un élément qui m'était soufflé par quelqu'un dans les commentaires hier sur un autre sujet, qui est aussi la manière dont le marché a évolué. Moi, je me souviens au tout début, on avait comparé les notations de l'appli justement Alan, qui était bien meilleure que la moyenne du marché. Ça s'est un petit peu tassé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le marché est monté en gamme et s'est amélioré en shippant par-ci par-là des bonnes idées de chez Alan. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans l'innovation dans l'assurance, au-delà de telle ou telle startup, c'est aussi de voir comment les acteurs en place s'améliorent, améliorent leur modèle en pas copiant, j'aime pas le terme parce qu'il est un peu péjoratif, mais en reprenant les bonnes idées que peuvent En développer certaines s'inspirant, startups. Voilà, en Alan, c'est s'inspirant. devenu une source d'inspiration aujourd'hui sur l'expérience client, sur le digital. Et c'est pour ça que j'avais fait ce post aussi. C'était sans juger sur le fond, les avis de chacun, mais c'était pour recentrer un peu le débat, parce que comme le dit l'article, et c'est ce qu'on entend aussi sur le terrain, la justification des gains des appels d'offres, ce serait que Alan soit pistonné, soit couvé par l'État, etc. Alors que d'un autre côté, j'entends souvent, et de la part des corporates, est-ce que Alan fait en matière d'expérience client, de digital, c'est bien, et c'est vers quoi on voudrait tendre aussi, nous, aujourd'hui. Oui, c'est ça le marché qui finalement quand même s'améliore globalement et à nouveau une manière qu'on a de le mesurer, c'est de regarder les App Store et de voir les notations qui sont très significativement améliorées pour beaucoup d'acteurs. Alors, il y a toujours des acteurs qui sont à la ramasse, mais globalement, tout le monde a augmenté son niveau de jeu, même si Alan est toujours largement en tête et frôle les, je ne sais plus s'ils sont à 4.8 ou 4.9 sur 5 sur les App Store, qui est quand même assez extraordinaire, avec plusieurs milliers de notations. Et donc voilà, c'est un des éléments sur lesquels ils se différencient. Et depuis toujours, et ils arrivent à maintenir ce niveau d'excellence-là, voilà, même si les autres s'améliorent au fil de l'eau. Donc ça va être intéressant de suivre. Et effectivement, comme le dit Bertrand, attention, quand on regarde les chiffres, même sur un an, c'est pas toujours représentatif. Après, c'est la limite de l'exercice des chiffres. On est très content qu'Alain nous les partage. La limite de l'exercice, c'est on ne peut utiliser que les chiffres que eux partagent. Et puis deux, forcément, il faut regarder sur plusieurs années pour essayer de comprendre la dynamique et pas faire un zoom sur tel ou tel trimestre. Mais bon, évidemment, ça fait partie du jeu de l'analyse que de prendre des échantillons et de les commenter. Mais en tout cas, on continuera à suivre et surtout
Moi, j'avoue que ce que je regarderai, c'est le moment où ils vont passer les 1 million de membres, parce que je pense que ça sera quand même un milestone assez important pour eux. Et à nouveau, hein, je vous invite à aller regarder les classements des mutuelles santé en France, et vous verrez qu'il y en a vraiment des toutes petites. Et c'est pas un jugement, hein, c'est juste factuel, et qui existe depuis des années et des années, et ça se passe très bien pour elles. Donc voilà, c'est pas qu'une question de taille, c'est aussi, il y a des acteurs de niche, et c'est pas un gros mot que de le dire. Donc voilà, le sujet, c'est plutôt comment on cohabite, comment on améliore finalement l'expérience client aussi. Et donc on va continuer à suivre. Voilà, je trouve que la remontada, nous dit Claire, du marché, manque d'ambition, effectivement. Ouais, je suis d'accord, il y a toujours plus à faire, ça c'est pas moi qui vais dire le contraire, on peut toujours s'améliorer, mais je suis obligé de reconnaître qu'entre voilà, 2020-2021, où on avait fait notre classement à l'époque, et les derniers chiffres qu'on a vus, il y a quand même, voilà, les acteurs en place ont haussé leur niveau de jeu, comme on dit. C'était des critères aussi dans les appels d'offres aujourd'hui. Et ça, c'est intéressant à noter. Il y avait de la notation sur l'expérience digitale, sur la capacité à fournir une application de qualité. C'était un critère important. Et en plus, avec un adversaire, un concurrent comme Alan qui arrivait, qui se positionnait, ben, ça enjoint tout le monde à essayer de se mettre au niveau et à faire mieux. Donc ça aussi, c'est positif, je pense, pour tout l'écosystème. Exactement, 15h01. Je pense que c'est sur cette note assez positive qu'on va finir le live, parce que je vois les uns et les autres qui retournent à leurs affaires, et on va faire évidemment pareil. Merci, du coup, c'était top, parce que finalement, on est parti d'un agenda qui était centré sur l'info, et grâce à vous tous et toutes dans les commentaires, merci pour ça. On a eu une discussion assez riche. Comme à chaque fois, on vous invite à retourner sur nos réseaux pour voir les sources, les articles, etc., qu'on a pu rédiger, et les analyses qu'on a pu rédiger sur ces différents thèmes. Et puis évidemment, on se retrouve le mois prochain. Ouais, et puis si vous voulez poursuivre les discussions, on sera présent sur le terrain. On en parlait rapidement, mais pour vous donner quelques dates, en septembre, moi je serai le 11 au colloque de la FG2A, les 16-17 aux journées du courtage, et 1er 2 octobre au salon IN. Voilà, si vous souhaitez échanger à ces moments-là, surtout n'hésitez pas à me prévenir en amont, hein, ce sera avec grand plaisir comme toujours. Yes, effectivement, je pense qu'on sera nombreux et nombreuses au IN, donc c'est probablement l'endroit où Ouais. on pourra se voir en vrai, parce qu'au-delà d'échanger par LinkedIn interposé tous ensemble, n'hésitez pas à venir nous solliciter pour qu'on fasse ces petits débats en live, par exemple au IN, parce que en l'occurrence, Alex et moi y serons, mais peut-être à d'autres événements. Merci à tous, merci à toutes, merci Alex, et puis du coup au mois prochain. Ouais, merci Flo, merci toutes et tous, et à très vite.